Eh bien, merci infiniment de cette introduction. Je voudrais vous dire combien je suis heureuse de me trouver ici aujourd'hui et combien je suis reconnaissante aux puissances invitantes, c'est-à-dire le service culturel de l'ambassade de France et en particulier Madame Adèle Martial qui a eu pour moi un accueil, qui m'a réservé un accueil absolument chaleureux et très, très, très efficace. Et puis, enfin, le plaisir d'être ici dans cette superbe bibliothèque toute neuve, eh bien, il m'est dû à l'invitation par Madame la directrice que je voudrais remercier très, très vivement. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un sujet de biologie, bien entendu, de biologie cellulaire, mais qui tient aussi à la médecine et qui est un sujet qui tient aussi au développement, qui est un sujet vraiment d'intérêt général. Il s'agit de cellules souches. Alors vous voyez que mon titre évolue. J'ai donné un titre un tout petit peu différent. Ici, c'est les cellules souches, source de jouvence, source de jeunesse. Et mon livre, c'est les cellules souches porteuses d'immortalité et potentiel thérapeutique. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup à dire sur ces cellules. En effet, au cours du XXe siècle, et puis surtout au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la longévité humaine a énormément augmenté, et surtout, bien entendu, dans les pays industrialisés. Alors, cette augmentation de la longévité, elle est à mettre en relation avec l'amélioration des conditions de vie, d'alimentation, mais également avec les progrès considérables de la médecine et les progrès de la médecine et les progrès de la science qui sous-tendent les progrès de la médecine. La médecine au cours du XXe siècle a été extrêmement efficace, en particulier dans la lutte contre les maladies infectieuses grâce aux antibiotiques. Elle a été aussi efficace grâce au progrès considérable de la chirurgie. Mais le fait que la vie humaine allonge fait apparaître des problèmes qui étaient beaucoup moins aigus par le passé et qui consistent dans le fait qu'il y a des dommages qui apparaissent dans le corps avec l'âge. Il y a des cellules qui cessent d'être fonctionnellement actives et qui deviennent non fonctionnelles et qui même peuvent disparaître. Par conséquent, le besoin se ferait sentir d'essayer de réparer les dommages qui sont dus au vieillissement. Et nous en avons des exemples, en particulier dans le cas de cellules comme celles qui constituent notre système nerveux, les neurones qui peuvent devenir non fonctionnels dans de nombreuses formes de maladies neurodégénératives. Il se trouve que vis-à-vis de ces maladies de dégénérescence cellulaire, la médecine actuelle est assez impuissante. De sorte que ce qui serait souhaitable pour le futur, c'est que de réparatrice qu'elle est actuellement, la médecine devienne régénératrice. Et il serait souhaitable qu'on puisse remplacer dans les organismes où des cellules deviennent non fonctionnelles, ces cellules-là, spécialement par des cellules jeunes et des cellules en pleine activité. Alors, l'idée, le rêve de remplacer dans un corps humain des organes déficients par des organes bien fonctionnels provenant de personnes qui, hélas, n'en ont plus besoin parce qu'ils sont juste morts, est une idée ancienne. Et on ne voit rien, il faudrait peut-être avoir un peu moins de lumière. Vous voyez ici un tableau qui date du XIIe siècle. C'est un tableau de Fernando del Ricón qui montre deux saints, Saint Côme et Saint Damien, qui sont en train de remplacer chez un de leurs sacristains
une jambe qui avait été tout à fait détruite par des ulcérations de type cancéreux, vraisemblablement. Et cette jambe est la jambe qui a été prélevée sur un mort qui vient juste de mourir. Alors, c'est une peinture qui était frappante parce que vous voyez que la personne à qui on fait l'opération est endormie, par conséquent on suppose qu'elle ne souffre pas, et on voit ici le remplacement de l'organe, de la partie du corps qui est atteinte. À cette époque-là, au XIIe siècle, et pour très très longtemps encore, la possibilité de remplacer un organe en mauvais état par un organe qui fonctionne était un rêve. Et c'était un rêve totalement inaccessible. C'est au cours de la deuxième moitié du XXe siècle que ceci a été rendu possible pour deux raisons. D'abord, grâce au progrès de la chirurgie, surtout de la chirurgie vasculaire, mais aussi parce que les chercheurs, la science a découvert un produit, la cyclosporine, qui est produite par un champignon d'ailleurs, et qui permet à un organe provenant d'un autre individu que le receveur de ne pas être rejeté par le système immunitaire. Mais maintenant, on voudrait aller beaucoup plus loin, puisqu'on voudrait remplacer non pas un organe entier, mais on voudrait remplacer des cellules. Et pour ça, l'idéal, ce serait d'avoir des cellules de remplacement, justement, en grande quantité. Et d'avoir ces cellules, si possible, en culture in vitro. On les cultiverait, on en aurait autant qu'on veut. Et puis, il faudrait que ces cellules, bien entendu, soient capables de se différencier dans le type cellulaire dont a besoin le malade. Alors, de telles cellules, eh bien, elles existent. Elles n'existent pas depuis longtemps, mais elles existent et il y a un espoir considérable que ces cellules puissent avoir un potentiel thérapeutique. Alors, elles s'appellent cellules souches et elles ont suscité un grand espoir à partir du moment, en 1998, où on peut avoir en culture, en grande quantité, des lignées de cellules embryonnaires humaines qui ont la potentialité de se différencier en types cellulaires variés au choix de l'expérimentateur. Ça a été une véritable percée qui a été non seulement scientifique, mais qui a été aussi médiatique. Et c'est pour ça que les gens, même qui ne sont pas très avertis en matière de sciences biologiques, connaissent ce mot de cellules souches. Mais souvent, ce mot de cellules souches est utilisé d'une manière qui n'est pas convenable parce que les cellules souches ne sont pas des cellules ordinaires. Elles répondent à une définition. Et je vais d'abord, pour commencer, vous dire en quoi elles consistent. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Alors, vous savez que quand une cellule banale se divise, d'une manière très générale, la cellule mère, c'est-à-dire celle qui se divise, va fournir deux cellules filles qui seront identiques. Bien sûr, elles ont le même génome, mais en plus de ça, elles ont le même phénotype, c'est-à-dire elles ressemblent à celles mères, elles se ressemblent entre elles. C'est sans doute ce que vous avez appris au lycée quand vous faisiez les études. Les cellules souches ne sont pas tout à fait comme ça. Vous voyez ici, en jaune, maintenant elles sont verdâtres ici, ces cellules-là, ce sont les cellules souches. Quand elles se divisent, elles donnent deux cellules qui ne sont pas identiques, qui ne vont pas avoir du tout le même destin. L'une des cellules va donner une cellule identique à la première, et l'autre cellule, qui est celle-ci, va avoir la capacité de se multiplier beaucoup, de donner une grande population de cellules. Et cette grande population de cellules, elle va donner des types cellulaires différents. Voilà, elle va se différencier. Celle-ci devrait être rouge vive, celle-ci devrait être rouge foncé, pour vous montrer que la différenciation va donner des cellules différentes. Donc, il y a
dans la biologie des cellules souches 3 compartiments. Un compartiment qui est celui des cellules souches elles-mêmes. Ces cellules-là se divisent très peu. Elles sont peu nombreuses. Elles forment une sorte de réserve que nous gardons, qui donne naissance à un compartiment prolifératif. C'est la cellule qui va se diviser beaucoup, laquelle va donner naissance à un compartiment de différenciation. C'est les cellules qui vont se différencier à partir des cellules qui ont proliféré. Il y a dans notre cycle de vie, à nous les vertébrés, trois types de cellules souches. On les rencontre 3 fois dans le cours de la vie. Tout d'abord, dans l'embryon quand il est très précoce, c'est-à-dire quand l'œuf est en train de se diviser pour donner des cellules que l'on appelle blastula, c'est-à-dire que ces cellules constituent chez les mammifères un petit embryon qu'on appelle blastocyste. Alors, ces cellules-là, c'est les cellules de l'embryon précoce, elles sont pluripotentes. Pourquoi? Ou totipotentes? Parce qu'elles sont capables de donner tous les tissus de l'embryon. Et cet état qui existe seulement quand l'embryon est très jeune, morula ou blastocyste, c'est un état qui est transitoire, parce que très vite, les cellules de l'embryon vont se spécialiser. Mais c'est à partir de cet état-là que, en les mettant en culture, on peut obtenir les cellules souches embryonnaires qui vont rester dans cet état. Donc, c'est un état qu'on a capté par les biotechnologies, qu'on a perpétué in vitro, et qui fournit des cellules qui continuent à se multiplier et des cellules qui sont capables de se différencier en types cellulaires extrêmement variés. Toutes les cellules qui se trouvent dans notre corps, nous avons plus de 200 types cellulaires différents dans notre organisme. Alors, ces cellules qui sont le résultat des biotechnologies, on les appelle cellules ES pour Embryonic Stem Cells en anglais. Et ce sont des cellules, en somme, qui sont le prolongement d'un état embryonnaire. Ce sont des cellules qui n'existent que très transitoirement dans l'embryon normal. Quand l'embryon commence à se diversifier, à s'organiser, il y a ce qu'on appelle des feuillets embryonnaires. À l'intérieur des feuillets embryonnaires, il y a des ébauches d'organes. Et dans chaque ébauche d'organe, il y a des cellules souches qui sont restreintes à cet organe, c'est-à-dire qui vont produire les cellules caractéristiques de ces organes. Ce sont donc les cellules qui servent à construire l'embryon pendant le développement embryonnaire. Et puis, il y a un troisième état qui est l'état adulte, dans lequel aussi nous avons des cellules souches. Pourquoi? Parce que dans le compartiment de différenciation que je vous ai montré tout à l'heure, dans la diapo précédente, il y a une limitation dans la vie des cellules. Quand elles se sont différenciées, les cellules ne se divisent presque jamais. Elles ne se divisent pratiquement pas. Les cellules musculaires ne se divisent pas, les globules rouges ne se divisent pas. Enfin, vous savez, les cellules différenciées se divisent peu ou pas. Et puis en plus, si elles ne se divisent pas, si elles se divisent peu, elles finissent par mourir. Et la durée de vie des cellules que nous avons dans notre corps, elle est plus petite que notre durée de vie à nous. Donc, les cellules de nos tissus vont mourir tout le temps, tout le temps, tout le temps. On perd le poids de notre corps en cellules qui meurent chaque année. Il faut donc les remplacer. Et elles sont remplacées dans chacun de nos tissus par des cellules souches qui se trouvent dans les tissus et qui fonctionnent comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup, elles se renouvellent, elles s'auto-renouvellent, et puis elles donnent un compartiment de prolifération et un compartiment de différenciation. Alors, en somme, ces cellules souches de l'adulte, elles sont importantes parce qu'elles assurent l'homéostasie cellulaire, c'est-à-dire la stabilité des tissus. L'état d'un tissu, en effet, c'est un équilibre entre la mort des cellules, quand elles ont fait leur temps, et le remplacement de ces cellules qui est assuré par les cellules souches que contient le tissu. Moi, je voudrais, comme il s'agit d'un auditoire cultivé, je voudrais vous expliquer un peu d'historique, c'est-à-dire ce concept de cellules souches.
Vous ne l'avez peut-être pas étudié quand vous étiez à l'université, pour certains d'entre vous, mais parce que c'est un concept qui a été demandé une certaine élaboration. D'où vient le concept de cellules? Comment on a compris comment ces choses-là se produisaient, le renouvellement et la nécessité du renouvellement de nos cellules? Eh bien, on a compris ça en étudiant le renouvellement des cellules sanguines. Parce qu'on sait très bien qu'un globule rouge ne vit pas longtemps, il vit 120 jours. Et les globules blancs, ça dépend du type de globule blanc, mais ils ne vivent pas longtemps non plus. Nous avons 5 litres de sang, et nous avons des millions de globules rouges dans chaque centimètre cube de sang. Par conséquent, il faut un renouvellement extraordinairement rapide des cellules sanguines pour arriver à ce qu'on ait une homéostasie de notre tissu sanguin. On ait assez de globules pour survivre. Alors, où est-ce que ça peut bien se produire? Les gens se sont demandé, particulièrement les histologistes du début du siècle, du XXe siècle, ils ont observé que dans la moelle des os, il y avait beaucoup de cellules en multiplication qui étaient des cellules sanguines immatures, comme des érythrocytes immatures, comme des globules blancs immatures. Et ils se sont dit que peut-être c'était là-dedans, dans la moelle osseuse, que le sang se renouvelait, qu'on fabriquait du nouveau sang, que quand les cellules étaient matures, elles partaient dans la circulation, et puis que en fonction des besoins, on renouvelait les différents types de cellules. La rate aussi a été tout de suite vue comme étant un site de renouvellement des cellules sanguines. Mais pour comprendre comment ça marchait, il a fallu des événements qui sont des événements tragiques, comme les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Parce qu'on s'est aperçu que les gens qui ne mouraient pas, qui n'étaient pas morts au moment de l'éclatement de la bombe par brûlure, beaucoup d'entre eux mouraient dans les 15 jours qui suivaient, après 15 jours. Et qui mouraient d'aplasie. Ils n'avaient plus de globules rouges, ils avaient une moelle osseuse vide, et ils avaient une rate qui, au lieu d'être le volume normal, était toute petite. Alors, ils se sont dit, il y avait une chose qu'on savait déjà, c'est qu'on savait que les radiations ionisantes, quand elles agissent sur des cellules, elles font du mal, surtout aux cellules en division. Quand une cellule est en train de se diviser, la tubuline qui fait le fuseau achromatique, eh bien, la tubuline est détruite, les cellules ne peuvent pas se multiplier et elles meurent. Donc, c'est surtout les cellules qui se divisent qui sont fragiles pour les radiations ionisantes. Donc, ils ont décidé de faire un modèle de souris qui ressemble à ces pauvres humains qui s'étaient fait irradier et à voir si on ne pouvait pas sauver les souris d'une certaine manière. Alors, ils ont donné des doses létales d'irradiation juste à la limite de la létalité d'irradiation aux souris. Et ils se sont aperçus qu'on pouvait sauver la vie des souris en leur injectant de la moelle osseuse provenant d'une souris histocompatible. Et ils se sont aussi aperçus que ce n'était pas seulement les cellules qui étaient en train de se différencier qui étaient importantes pour reconstituer la vie de la souris, mais c'était surtout des cellules totalement indifférenciées qui s'implantaient d'une manière durable dans la moelle osseuse de la souris receveuse et que ces cellules-là, elles avaient la capacité de fabriquer du sang. C'est-à-dire que c'était comme des cellules de réserve qui étaient capables de fabriquer du sang. Ils les ont appelées déjà cellules souches. Mais ce qui n'était pas établi par cette expérience était de savoir si les cellules souches en question, qui s'implantent et qui sauvent la souris d'une manière durable, étaient des cellules capables de s'auto-renouveler. Alors, ça c'est ce que je viens de vous raconter. Je voudrais vous présenter deux messieurs qui maintenant sont en retraite mais qui continuent de travailler. On les appelle, vous voyez, c'est un journal canadien qui s'appelle Stem Cell Network et on a appelé Thiel et McCulloch The Fathers of the Field. Pourquoi The Fathers of the Field? Parce qu'ils ont trouvé, c'est eux qui ont qui ont vraiment établi le concept de cellules souches. Parce qu'ils se sont dit,
ils ont essayé de reconstituer des souris irradiées létalement avec le minimum possible de cellules souches provenant de la moelle osseuse d'une autre souris. Et ils ont réussi à obtenir ça avec 10 puissance 5, 100 000 cellules. Alors, quand on a une souris qu'on a irradiée, sa rate devient toute petite, comme je vous ai dit, et quand on lui met plusieurs millions de cellules, sa rate devient grosse parce qu'il y a là l'implantation de cellules qui vont donner du sang. Mais quand on injecte à la souris une quantité minimale, très petite, de cellules de moelle osseuse, au lieu de voir la rate de la souris se gonfler d'une manière uniforme, on voit apparaître sur la surface de la rate des boursouflures qui sont indépendantes les unes des autres. Alors ils se sont dit, peut-être que chacune de ces boursouflures, c'est le résultat de la prolifération d'une seule cellule souche qui a fourni ces masses de cellules sanguines. Ils regardent qu'est-ce qu'il y a dans ces masses. Ils s'aperçoivent qu'il y a tous les types cellulaires du sang, des globules rouges et les globules blancs, à l'exception des lymphocytes. Alors, le problème était de savoir si chacune de ces boursouflures correspondait à un clone. Pour le savoir, dans les 100 000 cellules qu'ils ont injectées, ils ont fait un mélange. Ils ont mis des cellules qui avaient un marqueur génétique, par exemple une translocation avec un grand chromosome qui était facile à reconnaître. Et ils se sont aperçus que dans les cellules qui appartenaient à la même boursouflure, il y avait toujours ou bien un des types cellulaires ou l'autre, mais jamais un mélange des deux. Ils en ont conclu que chaque boursouflure était un clone. Donc, ils en ont conclu que toutes les cellules du sang dérivaient d'une seule cellule qui était capable, par conséquent, de fournir une cellule qui prolifère beaucoup et que cette cellule fournit une population qui est capable de se différencier en types cellulaires différents. Mais là, on n'avait pas encore la clé parce qu'on ne savait pas si les cellules souches qui s'étaient implantées, qui avaient par exemple une cellule souche à former cette boursouflure-là, cette colonie-là, est-ce qu'elle s'est auto-renouvelée? Si elle s'est auto-renouvelée, ça veut dire que si on prend les cellules de cette boursouflure particulière, cette colonie, et qu'on injecte les cellules de ceci à une autre souris qui a été irradiée, on devrait obtenir de nouveau le même type de boursouflure. Et c'est ce que vous voyez là. Vous voyez, on prend une souris, on lui prend la moelle osseuse ici dans son fémur, et puis on l'irradie et on lui injecte 10 puissance 5 cellules. On regarde sa rate 15 jours après, on voit qu'elle a les clones, les colonies à la surface de sa rate. On prélève une colonie, on disperse les cellules, on l'injecte à une souris numéro 2, et là, s'il y a des cellules souches ici, donc des cellules souches qui dérivent de la cellule souche initiale qui a été à l'origine de la colonie, eh bien, on va trouver sur la rate de la souris 2 des colonies toutes identiques. Et on pourra propager indéfiniment comme ça des cellules souches qui dériveront toutes de la cellule souche initiale qui a créé la colonie ici. Par conséquent, on aura démontré que les cellules souches non seulement sont capables de produire tous les types de cellules sanguines en grande quantité, mais que chaque cellule souche est capable de s'auto-renouveler et donc de produire d'autres cellules souches. Donc on a trouvé là ce que c'était qu'une cellule souche et on ne pouvait pas appeler cellule souche n'importe quoi. Et à ce moment-là, ça c'était en 1961, un petit peu après, les cellules souches hématopoïétiques ou CSH ont également été révélées par la culture in vitro, par deux chercheurs, un chercheur australien, Don Metcalf, et un chercheur en Israël qui s'appelle Leo Sachs. Alors, ils ont prélevé des cellules à l'intérieur de la moelle osseuse, ils les ont cultivées d'une manière clonale, c'est-à-dire des cellules isolées dans un milieu convenable, un milieu avec de l'agar, pour que les cellules ne bougent pas et qu'elles ne se mélangent pas. Et ils ont regardé quelle était l'évolution de ces cellules isolées. Et ils ont trouvé que les cellules isolées formaient des colonies, comme celle-ci, dans lesquelles il y avait des globules rouges, des globules blancs, des macrophages, des granulocytes, etc. Et par conséquent, ils ont vu qu'ils avaient une cellule qui était multipotente.
Et puis ensuite, ils ont dissocié ces cellules, ils les ont transplantées de la même façon, clonalement, et ils ont vu qu'ils pouvaient avoir encore des colonies identiques. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par conséquent, vous voyez, les cellules souches sont des cellules qui ont en quelque sorte une espèce de capacité de permanence et de renouvellement et qui sont inépuisables en quelque sorte. Il faut dire qu'il y a des expériences qui ont été faites chez la souris pour le système sanguin et qui ont montré que les souris ont quelques cellules souches, en effet, dans la moelle de leurs os, mais qu'il y en a très peu de ces cellules qui sont utilisées pendant la vie de la souris, parce que une seule cellule souche est capable de faire vivre une souris pendant une année. Alors voilà, donc pour finir avec les cellules sanguines, vous avez un schéma comme celui-ci, vous avez la cellule souche hématopoïétique qui s'auto-renouvelle, très peu nombreuse, avec un phénotype qui est très discret, très difficile à trouver, très difficile à isoler. Et puis, elle donne des progéniteurs, elle donne une cellule identique, puis elle donne des progéniteurs qui vont se diviser beaucoup et qui vont après donner des progéniteurs qui vont être spécialisés, celui-ci pour donner des lymphocytes et celui-ci pour donner des cellules de type myéloïde, y compris les plaquettes et les cellules érythrocytaires. Alors, donc, ça, c'est en quelque sorte le modèle. Alors, donc, pour conclure, on dira que les cellules souches hématopoïétiques sont présentes dans la moelle osseuse durant toute la vie. Leur rôle est de régénérer en permanence le tissu sanguin. Et puis, on peut dire que déjà, depuis ces années 60, où on a compris comment elles fonctionnent, et où on a fait ces expériences sur la souris, eh bien, elles sont déjà utilisées en thérapeutique, puisqu'elles sont utilisées dans les greffes de moelle pour les maladies du sang ou pour des gens qui se sont fait irradier. Maintenant, vous voyez qu'en somme, nous avons, en tout cas dans notre moelle osseuse, des cellules qui nous régénèrent, qui régénèrent notre sang. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse, là maintenant, pas vous parler des vertébrés, mais vous parler de la régénération dans le monde animal. Parce que nous avons certaines capacités de régénération, mais si on nous coupe le bras ne repousse pas. Mais il y a des animaux chez qui ça se passe très bien, ça. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des cellules souches qui sont plus puissantes que les nôtres, qui fonctionnent mieux, qui fonctionnent plus. Et je vais vous montrer d'un exemple d'animaux chez qui il y a tellement de cellules souches, elles sont tellement efficaces qu'ils n'ont pas besoin de reproduction sexuée, ils peuvent se reproduire d'une manière asexuée, comme les plantes qu'on bouture. Ils se coupent en deux et ils donnent deux animaux. Des clones, bien entendu. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, ça, c'est un tableau qui montre tous les types d'animaux. Tous ceux qui sont écrits en noir, eh bien, on a trouvé des bêtes dans tous ces animaux qui sont capables de régénérer. Plus ou moins, mais qui sont capables de régénérer. Il n'y a que deux groupes, les céphalocordés et les nématodes, où ça n'a pas été encore démontré, mais peut-être que ça sera démontré un jour. En d'autres termes, ce que je voulais vous dire là, c'est que la régénération, c'est un phénomène général. Alors ici, il s'agit d'un petit verre d'eau douce. Si vous soulevez un caillou dans l'eau douce, vous pouvez trouver ça s'appelle une planaire. Peut-être vous connaissez l'histoire des planaires. Alors, les planaires, ce sont des animaux plats, hein, c'est pour ça qu'on les appelle planaires. Elles font 2 ou 3 cm et elles ont des organes assez sophistiqués. Elles ont un système nerveux, elles ont un système digestif, elles ont des néphridies, des reins, elles ont des gamètes, elles peuvent se reproduire sexuellement, elles ont un tube digestif et tout ça, tout ce qu'il faut. Mais toutes les cellules qui constituent ces organes sont des cellules différenciées qui ne se divisent pas. Elles meurent au bout d'un certain temps et elles sont remplacées par des cellules qui se trouvent entre les organes, qui constituent ce qu'on appelle un parenchyme. Et ces cellules qui sont dans le parenchyme sont des cellules particulières. Alors là, vous ne voyez pas bien, mais sur mon écran, ici c'est très joli, il y a des petits points verts un peu partout. Ces petits points verts, c'est de la fluorescence qui marque un précurseur du DNA, la bromodéoxyuridine. C'est pour vous montrer qu'il y a des cellules qui se multiplient chez la planaire. C'est des cellules du parenchyme. Et ces cellules, ce sont des cellules qui sont capables de rentrer dans l'épithélium digestif pour remplacer les cellules mortes et faire une belle cellule d'épithélium digestif, faire la même chose pour les néphridies, etc., pour tous les organes.
Mais ces cellules, on les appelle néoblastes, elles sont très actives. Et cette petite bête, quand elle est bien nourrie, elle se fixe au substrat par la région caudale, elle s'étire, elle se coupe en deux à ce niveau-là. Et la partie antérieure fait une queue, la partie postérieure fait une tête. Et vous avez deux bêtes. Et alors, les chercheurs qui font des choses plus sophistiquées que ce qui se passe dans la nature, ils les découpent en petits morceaux, comme vous voyez ici, et ils peuvent obtenir comme ça, à partir d'une seule planaire, par exemple 1, 2, 3. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous avez un morceau de planaire, eh bien, il va se former ici un petit bourgeon qu'on appelle blastème de régénération, et ce blastème de régénération va reconstituer juste et exactement ce qui manque. Donc, il y a un plan d'organisation dans ce qui reste qui dit à ces cellules indifférenciées de faire ici une queue, ici une tête, ici une queue, ici une tête. Alors, voilà, par exemple, les différentes étapes de la formation d'un blastème. Ça a été coupé ici. Vous voyez le blastème, il est là. Il commence, il pousse, il pousse, il pousse. On voit les yeux, on voit le cerveau qui va se former. Et puis après, il y aura du pigment. Alors, pourquoi ceci se produit-il? Parce qu'au niveau de la section, il y a des substances qui sont d'ailleurs probablement produites par les nerfs qui sont sectionnés et qui vont attirer les néoblastes qui sont dans le corps de la planaire. Il va y avoir un mouvement, un flux de néoblastes qui va venir s'installer là et qui va reconstituer. C'est ce qui manque. Donc, je me suis trompée là. Par conséquent, ce qui est intéressant ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de cet ordinateur. Ah oui, merci. Alors, vous voyez les néoblastes, vous en avez ici, c'est des cellules indifférenciées. C'est comme si la planaire avait dans son organisme une espèce d'embryon latent qu'elle utilise un peu pour régénérer ses organes et qu'elle utilise aussi pour la reproduction asexuée. Donc, ce sont des cellules de type embryonnaire qui sont présentes chez l'adulte. Elles sont totipotentes parce qu'elles peuvent faire tous les types cellulaires. Elles renouvellent les cellules et elles sont aussi responsables de la formation d'un blastème et qui permettent par conséquent la reproduction asexuée. Il y a une autre façon de régénérer, et ça c'est une façon de régénérer qui est plus proche de nous, c'est celle qui est faite par les urodèles, les tritons et les salamandres. Les urodèles, ils sont capables de régénérer les pattes, de régénérer la queue, de régénérer une mâchoire, de régénérer l'œil. Et ici, vous avez un exemple de régénération de la patte. Vous voyez, il y a eu une amputation. Alors, il y a l'ectoderme superficiel, l'épiderme qui va recouvrir la plaie. Et puis, il va y avoir ici formation aussi d'un blastème de régénération qui va pousser de plus en plus. Et ce blastème de régénération va reformer la patte qui manque, exactement ce qui manque. Alors, est-ce qu'il y a des néoblastes, des espèces de néoblastes chez nous, chez les vertébrés? Apparemment, il n'y en a pas. Mais ici, on a montré que la régénération de la patte, elle était due à la dédifférenciation de cellules au niveau de la blessure. Il y a des cellules de cartilage, il y a des cellules de conjonctif, il y a des cellules musculaires même qui redeviennent comme des cellules embryonnaires, qui forment le blastème de régénération, qui reçoivent des signaux à partir de la région qui reste. Et ces signaux moléculaires sont capables de diriger le développement du blastème pour former la partie de la patte qui est manquante. Et par conséquent, on peut considérer qu'il y a deux mécanismes pour la régénération. Il y a l'existence d'une réserve de cellules indifférenciées, comme les néoblastes des planaires, et puis il y a aussi des problèmes de dédifférenciation et de reprogrammation des cellules différenciées au niveau de la lésion. Et ces deux types de mécanismes, eh bien, on va les retrouver chez nous et on va peut-être les retrouver et en tirer profit pour les problèmes de thérapie cellulaire. Par conséquent, on peut dire jusqu'ici que les cellules souches sont des unités de développement pendant la vie embryonnaire, des unités de régénération et même de reproduction asexuée chez certaines espèces, et que, en tout cas, chez nous, chez l'adulte, elles permettent de renouveler les cellules de nos tissus. Alors, en dehors du sang qui se renouvelle beaucoup, il y a d'autres tissus dans notre organisme qui se renouvellent beaucoup aussi. Par exemple, la peau. La peau se renouvelle entièrement sur le corps tous les 30 jours. Et il y a aussi l'épithélium intestinal. Alors, je vais vous dire quelques mots de la peau.
Il y a eu vous savez que ce qui se renouvelle beaucoup dans la peau, c'est l'épiderme. Pourquoi? Parce que l'épiderme est généré par la couche basale, et cette couche basale va proliférer, va fournir ce compartiment de prolifération que nous connaissons, dans lesquels les cellules vont se différencier pour devenir des kératinocytes. Les cellules bourrées de kératine vont mourir et vont former la couche cornée. Et cette couche cornée va s'exfolier, par conséquent, il faut la remplacer en permanence. Elle est très importante pour la survie des organismes. D'où viennent les cellules souches qui vont fonctionner ici dans la basale de l'épithélium? Dans le temps, on pensait que toutes les cellules de la basale de l'épithélium, c'était les cellules génératrices de la peau. C'est vrai, mais elles ne sont pas toutes souches. C'est-à-dire elles n'ont pas toute cette capacité d'auto-renouvellement. Ce n'est pas toutes des cellules de réserve. Et les cellules de réserve, on les a trouvées à la base du poil. Vous voyez, voilà un poil, et vous voyez ici la glande sébacée, et c'est à la base de la glande sébacée, il y a une espèce de bourrelet, et on a démontré que ce bourrelet était constitué par des cellules souches. Ces cellules souches, quand le poil tombe et qu'un nouveau poil va pousser, elles vont migrer pour venir s'installer là et constituer de nouveau le poil, qui est aussi formé de kératine. Et puis certaines des cellules qui sont ici vont migrer et vont aller fonctionner comme cellules souches dans l'épithélium. Alors ici, c'est encore la thérapie cellulaire dont je voudrais vous parler pour la peau, parce que les greffes de peau, c'est quelque chose qui se pratique. Et dans les cas où les gens ont été brûlés sur la majeure partie de la surface de leur corps, ils étaient voués à mourir avant qu'il y ait eu les travaux qui ont été faits, d'ailleurs par un Américain qui s'appelle Howard Green, dans les années 80 et 90. Il suffit qu'il reste des petits lambeaux de peau, par exemple sous les aisselles, chez un grand brûlé, pour qu'on puisse essayer de le sauver de la manière suivante. On prélève ce petit fragment de peau et on le coupe en très petits morceaux, on dissocie les cellules et on met les cellules en culture dans des grandes bouteilles plates comme vous voyez ici. Alors ici, les cellules, elles ont été colorées ensuite en rouge. Et vous voyez que quelques jours seulement après la mise en culture, chaque cellule ici a développé un petit clone. Si vous venez un peu plus tard, le petit clone il est beaucoup plus grand et les clones voisins commencent à s'agréger. Ici, c'est encore plus visible et là, au bout de 14 jours, vous voyez, eh bien là, on a une couche entière, complète, continue d'épiderme. Et cette couche d'épiderme, eh bien, on la met sur une gaze humide et on l'applique sur la peau du malade. Et de sorte qu'en faisant beaucoup de cultures comme ça, à partir des petits lambeaux de peau qu'on trouve, on peut presque en une quinzaine de jours avoir la quantité suffisante de peau pour recouvrir la totalité du corps du malade, du brûlé. Et dans beaucoup de cas, on arrive à sauver les gens de cette façon. Parce que si on essaye de leur greffer de la peau qui provient d'un autre individu, si cet individu n'est pas leur frère jumeau, eh bien, la peau sera rejetée parce que la peau est extrêmement immunogénique et la survie des brûlés dépend d'une greffe de peau autologue, c'est-à-dire d'une greffe de peau qui leur appartient à eux. Maintenant, je voudrais vous parler de l'épithélium intestinal parce que toute la surface de notre intestin intérieur, elle est renouvelée tous les 5 à 7 jours. Il y a une production de cellules dans l'intestin qui est formidable. Et là, c'est intéressant parce qu'on connaît maintenant comment ça fonctionne. Il n'y a pas très longtemps qu'on connaît ça, mais c'est un véritable modèle de ce que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire de la manière dont les cellules souches fonctionnent. On a mis en évidence la cellule souche. Il y en a très peu. La voilà, elle est ici. Elle est ici, vous voyez. Et cette cellule souche, elle se multiplie très, très, très abondamment pour former ce compartiment dit de transit, parce qu'en même temps qu'elle se multiplie, elle bouge, vous allez voir tout à l'heure. Et puis après, elle se différencie pour donner le compartiment fonctionnel à vie courte. Alors voilà comment est fait l'intestin. L'intestin, il est fait de villosités, c'est-à-dire des espèces
la surface intestinale, pour augmenter l'absorption des aliments, elle est augmentée par les villosités. Vous les voyez là. Et à la base de chaque villosité, il y a une crypte épithéliale. Et dans la crypte épithéliale, il y a une petite couronne de cellules qui n'est pas tout à fait au fond, qui est près du fond. Et cette couronne de cellules, elle fonctionne comme cellule souche. Par exemple, si vous faites incorporer à l'individu de la thymidine tricie, un précurseur de l'ADN marqué, vous voyez que les cellules qui sont ici dans le compartiment bleu, qui est le compartiment prolifératif, elles vont se marquer immédiatement. Mais les cellules souches, elles vont pour ainsi dire pas se marquer. Pourquoi? Parce qu'elles se multiplient très peu, comme je vous l'ai dit. Alors, ça, c'est le compartiment prolifératif. Les plus anciennes, c'est celles qui sont les plus près de la villosité. Et puis, elles montent. Et au fur et à mesure qu'elles montent, à cause du fait qu'il y en a une génération continue de cellules épithéliales à partir du compartiment prolifératif, vous voyez, ces cellules vont se différencier. Et elles se différencient en types différents. Voilà toute la gamme des cellules qui se différencient et qui ont un rôle particulier dans la digestion. Il y a d'autres cellules souches. Alors ça, ce sont des acquisitions plus récentes. Il y a des cellules souches neurales. On vous a sûrement appris que les neurones, ils étaient là d'une manière définitive et ils ne se renouvelaient pas. Eh bien, on a découvert qu'il y a quand même dans le cerveau quelques neurones qui se renouvellent et qu'en tout cas, il y a dans le cerveau des cellules souches neurales. Et ces cellules souches neurales, elles ont été découvertes d'une manière amusante. Si jamais vous avez l'occasion de lire le livre là, que j'ai écrit, j'ai raconté comment on les avait trouvées. On les a trouvées, c'est un monsieur qui s'occupait du chant des oiseaux, vous savez, un éthologiste d'oiseaux, qui écoutait les oiseaux comme ça, et puis qui se rendait compte qu'il y avait un renouvellement du centre qui commande le chant de l'oiseau. C'est un chant qui est différent chaque année. Et après la période de reproduction, les neurones qui servent au chant meurent, et puis il en revient d'autres l'année d'après. Et quand il a publié ça, personne ne voulait le croire. Il est resté dans une incompréhension totale pendant plusieurs années. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a des cellules neurales. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Ce sont des cellules qui sont très étudiées chez la souris, et dans le bulbe olfactif en particulier. Alors, on est capable de les reconnaître. Hein. On sait qu'elles sont tout près de l'épithélium épindymaire. Vous voyez, elles sont dans le cerveau, ici, dans le cerveau antérieur, et elles sont le long de la cavité de ventricules cérébraux. Et puis, il faut qu'elles aillent jusqu'au bulbe olfactif. Alors, elles voyagent à l'intérieur du cerveau. Il y a une espèce de chaîne de cellules indifférenciées qui se trouvent là et qui vont venir s'incorporer dans le bulbe olfactif pour former les interneurones du bulbe olfactif. Mais ce qui est intéressant, et ça, c'est un espoir thérapeutique, c'est qu'on est capable de les extraire, ces cellules, du cerveau des souris. Et on est capable de les cultiver dans certaines conditions. Alors, quand on les cultive, elles forment des espèces d'amas cellulaires qui n'adhèrent pas au substrat et qu'on appelle des neurosphères. Alors, si on change les conditions de culture, on peut faire adhérer les neurosphères au substrat. À ce moment-là, elles s'étalent sur le substrat et elles sont dans des conditions qui vont leur permettre de se différencier. Elles se différencient en neurones, en cellules gliales. Et elles donnent aussi des cellules indifférenciées. Ces cellules indifférenciées, ce sont des cellules souches qui permettent si on change les conditions de culture et qu'on leur permet de rester en suspension dans le milieu, de reconstituer des neurosphères. Par conséquent, on a ça dans notre cerveau, à nous aussi. On sait qu'il y en a. Par conséquent, si ces cellules-là, ce sont des cellules qui sont déjà sur un programme de cellules nerveuses, dans certaines maladies neurodégénératives, on peut envisager, et il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus en ce moment, de récupérer ces cellules, de les cultiver in vitro pour les faire obtenir des neurones, et puis essayer d'obtenir la différenciation de certains types de neurones pour pouvoir les réinjecter dans le cerveau de l'individu. Donc c'est certainement un espoir thérapeutique. Alors, les cellules souches satellites du muscle, vous savez que c'est des cellules qui permettent aux muscles de devenir plus gros quand vous faites beaucoup d'exercices, ou bien de réparer des lésions quand vous avez un traumatisme.
Ce sont des cellules qui sont le long de la fibre musculaire et qui s'incorporent à la fibre musculaire quand il y en a besoin. Ce sont des cellules souches. Elles sont capables de s'auto-renouveler et de fournir des cellules qui vont s'incorporer à la fibre musculaire. Alors ces cellules-là, elles font l'objet d'études pour la cardiologie. Parce qu'il y a un groupe en France en particulier qui a, dans le cas d'infarctus du myocarde, qui a essayé de récupérer chez le patient, dans un muscle par exemple de la jambe, des cellules souches, des cellules satellites, de les cultiver, d'en obtenir une quantité suffisante et de les injecter au niveau de la lésion du myocarde qui est consécutive à l'infarctus, de façon à remplacer les cellules myocardiques. Alors, ça n'a pas été un succès formidable. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous savez, les cellules myocardiques, elles ont cette capacité d'avoir un fonctionnement rythmique. Et ces cellules-là, qui sont des cellules de muscles striés, elles n'ont jamais voulu obéir au fonctionnement rythmique des cellules du cœur. Donc, elles sont restées là et elles ont plutôt été embarrassantes pour le cœur qui restait. Donc, c'est un traitement, c'est un essai thérapeutique qui n'a pas été suivi de beaucoup de succès. Et puis, il y a des cellules mésenchymateuses de la moelle osseuse. Alors, en dehors de cellules souches dans la moelle osseuse, il y a des cellules mésenchymateuses qui sont à l'origine des cellules osseuses, des cellules adipeuses, des cellules conjonctives et qui forment une partie du stroma de la moelle osseuse. Alors, il y a des gens qui espèrent beaucoup dans ces cellules souches de l'adulte qu'on peut prélever dans la moelle osseuse. Et elles ont aussi été utilisées dans certains centres, en Allemagne, au Brésil et en Amérique aussi, pour essayer de régénérer le myocarde. Alors là, les résultats n'ont pas été mauvais. Ils ont apparemment provoqué une certaine amélioration de l'état des malades, mais on pense que ce n'est pas parce que les cellules souches de la moelle osseuse se sont implantées dans le cœur, mais on pense que ces cellules, qui sont un grand mélange d'ailleurs dans ces cellules souches qu'on prélève dans la moelle osseuse, elles produisent des cytokines, c'est-à-dire des facteurs, qui améliorent la vascularisation du cœur du malade. Et c'est comme ça qu'elles sont encore un petit peu utilisées dans certains centres. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'essais thérapeutiques et que ce n'est pas évident. Hein. Alors, je voudrais vous conclure maintenant sur les cellules souches de l'adulte, puisque je vous ai parlé de ça pour le moment. Bien, les cellules souches de l'adulte, elles ont une particularité, elles sont dans nos organes, elles sont dans une niche. Vous avez vu où sont celles de la peau? Elles sont dans une niche à côté du poil. Celles de la moelle osseuse, les cellules souches qui fournissent toutes les cellules sanguines, elles sont aussi dans certains endroits, elles ne sont pas nombreuses, elles sont dans des niches. Qu'est-ce que ça veut dire, les niches en question? Ça veut dire qu'elles ont un environnement chimique et moléculaire qui est particulier. Et cet environnement est très, très important parce que c'est lui qui maintient ces cellules dans l'état de cellules souches. Et ces cellules souches, dans nos tissus, elles sont restreintes. Elles ne sont pas totipotentes ni pluripotentes. Elles sont pluripotentes mais pas totipotentes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent produire que des types cellulaires correspondant aux organes dans lesquels elles se trouvent. Alors, il y a des gens qui se sont dit c'est bien ennuyeux ça. Parce que nous avons finalement dans notre corps des cellules souches. Ça serait tellement bien de pouvoir les prélever, de pouvoir les mettre in vitro, de pouvoir en avoir beaucoup, de pouvoir les manipuler, en faire ce qu'on veut et les utiliser pour les réinjecter au malade quand il manque un neurone, quand il lui manque par exemple des cellules, des îlots bêta de Langerhans pour avoir de l'insuline, etc. Parce qu'on n'aurait pas de problème de rejet. Le problème, c'est que beaucoup de laboratoires se sont posés cette question-là. Est-ce que les cellules souches de l'adulte sont plastiques? Autrement dit, est-ce qu'on peut leur faire quelque chose d'autre que ce qu'elles font dans l'organisme? Et est-ce que des cellules déjà différenciées pourraient se transformer aussi en un autre type cellulaire, devenir des cellules souches et se transformer en un autre type cellulaire? Ça, c'est des grands sujets. Alors, voilà la réponse partielle pour l'instant.
les cellules souches de l'adulte, dans certains cas, peuvent être reprogrammées. C'est-à-dire on peut leur faire autre chose que ce qu'elles font. Par exemple, une cellule de peau, on voudrait essayer de lui faire autre chose. Dans certains cas, on est arrivé à les reprogrammer, mais il faut qu'elles soient extraites de leur niche, il faut qu'elles soient soumises in vitro à l'action de facteurs de croissance ou de différenciation adéquates, et quelquefois, si elles sont injectées in vivo, peut-être qu'on peut espérer obtenir qu'elles présentent une certaine plasticité. De toute façon, dans l'état actuel des choses, aujourd'hui, le taux de conversion est extrêmement bas et on ne peut par conséquent pas espérer beaucoup de ces cellules-là pour le moment. Donc, on va passer aux cellules souches embryonnaires, celles par quoi j'ai commencé. Celles-là sont multipotentes. Je vous rappelle qu'elles sont dérivées de l'embryon précoce des mammifères au stade morula et blastula. Alors, je voudrais vous montrer, pour ceux qui ne sont pas embryologistes, il y en a sûrement beaucoup, comment ça se passe, le développement précoce de l'embryon de mammifère. Ben, vous voyez ici, c'est un chercheur français de l'Institut Pasteur, Charles Babinet, qui malheureusement nous a quittés très récemment parce qu'il a fait un infarctus du myocarde foudroyant. Mais il m'avait donné ce joli montage d'un embryon, du développement d'un embryon de souris. Vous voyez, voilà l'embryon avec ses deux pronucléi. C'est juste après la fécondation. Hein, ça va devenir un œuf tout de suite, et puis dès que c'est un œuf, ça se divise en 2, puis en 4, etc. Et ici, on a une petite masse de cellules. Là, vous avez le chorion qui entoure l'embryon. Et puis, vous avez une cavité qui se forme à l'intérieur de cette masse de cellules, et vous avez une cavité qui devient de plus en plus grande, et puis tout autour, il y a le chorion, mais il y a en dessous du chorion une petite couche de cellules, et cette couche de cellules va donner le placenta. Et l'embryon lui-même, il va sortir uniquement de la transformation de cette petite masse, la masse cellulaire interne. La fécondation se produit naturellement dans les trompes de Fallope, à côté de l'ovaire, et c'est pendant la descente de l'œuf le long de la trompe que tout ça se passe. Et quand l'œuf, c'est-à-dire l'embryon, est arrivé dans l'utérus, eh bien, à ce moment-là, la quantité de liquide qu'il y a à l'intérieur est trop grande, le chorion se rompt et l'œuf éclot. C'est un embryon qui éclot. Mais si vous le laissez tout seul, en particulier dans la cavité utérine, il va mourir. Il faut qu'il rentre à l'intérieur de l'épithélium utérin pour survivre. Donc, il faut qu'il s'implante. Alors, depuis les années 50, on est capable d'obtenir tout ça in vitro. C'est sur cette expérience-là, c'est-à-dire sur la mise au point de milieux de culture convenables, qu'on a été capable de faire ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée pour les hommes, pour les humains. Mais ce qu'il y a de tout à fait remarquable, c'est qu'à partir de ce stade-là, la culture in vitro de l'embryon n'est pas suffisante pour remplir ses besoins. Il faut absolument qu'il s'implante. Donc les bébés éprouvettes, pas encore tout de suite, parce qu'on ne peut pas remplacer l'utérus maternel à partir du stade blastocyste. À partir du moment où on a été capable de cultiver des embryons de mammifères, on s'est dit, mais on va essayer de faire des expériences, comme on en a fait chez les grenouilles, comme on en a fait chez les poulets. Et en particulier, on va essayer de savoir si à ce stade précoce, quand on a une morula, comme ça, un embryon à 8 cellules, on peut obtenir une régulation des excédents et une régulation des déficiences. C'est-à-dire, vous collez deux embryons l'un avec l'autre, un qui est de race noire, un qui est de race blanche, par exemple. Et est-ce que vous aurez deux souris ou une souris? Ben, vous avez une souris. Elle a 2 fois plus de cellules qu'il n'en faut, mais elle se débrouille pour faire une souris normale. Et ça, c'est une expérience qui a été faite en 1963 par un monsieur qui s'appelle Tarkovsky. Il est professeur à Varsovie et il était en Angleterre en train de faire un stage. Et il a fait cette expérience, c'est une expérience séminale, comme on dit en anglais, formidable, c'est-à-dire qui a été à l'origine de beaucoup de choses. Alors, cette expérience a été refaite très peu de temps après par Madame Beatrice Smith, une américaine, vous voyez, et à partir d'un certain moment, on a été capable de
réimplanter cet embryon qu'on avait fabriqué in vitro dans une souris, une mère porteuse. On a fabriqué des mères porteuses, quoi, avec des hormones. Enfin. Bon. Et à ce moment-là, vous injectez dans la mère porteuse votre embryon chimère, parce que c'est un embryon qui est formé par un embryon de souris blanche, un embryon de souris noire, et vous obtenez un embryon zébré. Et c'est vrai, ce n'est pas seulement un dessin. Je vais vous montrer l'embryon zébré. Voilà les parents de l'embryon zébré, et voilà l'embryon zébré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est zébré? Ça veut dire qu'il est formé par des cellules de la souris blanche qui sont mélangées aux cellules de la souris noire. Alors, c'est vrai pour la peau, parce que ça se voit, mais c'est vrai aussi pour tous ces organes. Parce que justement, Beatrice Mintz a mis au point une méthode biochimique, et faisait de l'électrophorèse de protéines. S'il y avait des allèles différents d'une protéine, par exemple, chez la souris, cette souris-là et cette souris-là, on trouvait en faisant une électrophorèse de n'importe quel organe, on trouvait deux bandes, celle qui correspondait à une souris et celle qui correspondait à l'autre allèle de l'autre souris. Donc on a pu montrer qu'on avait des chimères dans lesquelles les cellules de chacun des œufs participaient à tous les organes. Et puis ici, c'est juste pour vous distraire, c'est pour vous montrer que ça, c'est une souris. Voyez-vous, cette grosse souris-là, elle est grosse, régulera la taille plus tard, mais elle a été formée par l'agrégation de 3 œufs. Un œuf provenant d'une race noire, un autre d'une race blanche et un autre d'une race marron. Alors vous voyez, c'est une souris qui finalement, elle a 6 parents. Ceux qui correspondent à la fusion de 2 œufs, c'est des tétraparentaux. Ceci, c'est une souris hexaparentale. Mais là, ça devient plus sérieux, ce que je vais vous montrer maintenant. C'est qu'il y a une expérience de fait par Richard Gardner en Angleterre. Les Anglais ont beaucoup travaillé sur ces embryons, ces stades précoces de l'embryogénèse de souris. Et il a pris un embryon au stade blastocyste, vous voyez? Et il a pris un autre embryon au stade blastocyste. Celui-là, c'était la souris blanche et l'autre, c'était la souris noire. Et au lieu de... Et là, il a prélevé, il a aspiré, il a prélevé des cellules qui provenaient de la masse cellulaire interne. Prélevé. Il a obtenu ces cellules qui sont là. Et puis ensuite, il les a introduites à l'intérieur du blastocèle de cet embryon receveur. Vous les voyez, elles sont là, elles vont s'agréger, ça marche comme ça, elles s'agrègent et puis finalement, elles se fusionnent avec l'embryon receveur. Et là, vous avez des chimères exactement comme les autres. Mais là où ça devient intéressant, c'est que même quand il n'en injectait qu'une seule cellule, une cellule, il avait une chimère qui était aussi chimérique que s'il avait agrégé les 2 œufs entiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque cellule à ce stade-là, elle est totipotente, elle peut faire tout. Si vous la laissez toute seule au milieu d'un récipient de culture, elle ne va pas faire tout. Il faut qu'elle soit dans le milieu de l'autre embryon. Alors, une fois que ceci a été démontré, il y a des gens qui se sont dit, ces cellules de ce stade-là, c'est des cellules indifférenciées, c'est des cellules qui ont la capacité de tout faire. C'est le rêve des embryologistes, je me rappelle très bien de cette époque, c'était d'essayer de comprendre comment, à partir de cellules qui sont totipotentes et indifférenciées, on peut avoir des cellules différenciées de diverses sortes. Quel était le switch qui permettait à ces cellules-là de devenir muscles ou de devenir neurones ou de devenir du foie? Quel est le secret de la différenciation cellulaire? C'était très difficile à étudier parce que ça se passe très vite, parce que ça se passe à un stade précoce, parce qu'il n'y a presque pas de cellules qui sont concernées. Mais imaginez qu'on puisse cultiver ces cellules et les avoir en grande quantité. À ce moment-là, on peut vraiment faire de la biochimie, on peut vraiment travailler sérieusement là-dessus. Et il y a 2 groupes, Evans et Kaufman, en Angleterre, et puis Gail Martin, c'est pas un groupe, était seul, qui ont mis ces cellules en culture, les cellules de la masse cellulaire interne du blastocyste, et qui ont obtenu, à partir de ces cellules, des lignées permanentes
de cellules qui sont restées dans l'état embryonnaire, qui ont continué à proliférer en restant normales et qui ont gardé la capacité de se différencier. Alors comment est-ce qu'ils ont obtenu ça? En ajoutant dans le milieu de culture des facteurs particuliers. Et ces facteurs, ils ont été longtemps non définis, parce que c'était, par exemple, des co-cultures avec des fibroblastes, c'est-à-dire une série de facteurs qui permettaient de faire ça. Par conséquent, on peut dire que la culture de ces lignées permanentes de cellules souches, c'est la capture in vitro et le maintien d'un stade qui, dans le développement normal, est très, très éphémère, ne dure presque pas. Alors, et Martin Evans, eh bien, il a eu le prix Nobel cette année, enfin en 2007, pour ces travaux-là, avec d'autres chercheurs qui avaient fait des travaux un peu différents, mais dans le même sens. Gail Martin ne l'a pas eu, c'est bien dommage. Mais enfin, elle aurait pu l'avoir aussi, mais le comité Nobel a choisi, pour des raisons que je pourrais vous expliquer, qui sont des raisons scientifiques, mais enfin, les deux travaux ont été faits en même temps et ont été faits indépendamment l'un de l'autre, un en Amérique et un en Angleterre, et ce sont des travaux qui sont d'une importance énorme. Alors, c'est pour vous montrer ces cellules, voilà, des cellules embryonnaires de souris qui sont à différencier, c'est les cellules souches. Maintenant, si vous enlevez les facteurs qui les obligent à rester indifférenciés, elles vont se différencier, elles vont fournir ici du cartilage, ici c'est de l'os, ici c'est du tube de système digestif, ici c'est du tissu glandulaire, et par conséquent, elles vont se différencier, elles vont former dans le récipient de culture des tissus qui seront inorganisés, des espèces de tératomes, c'est-à-dire des tissus différenciés mais non organisés. Et puis, à l'époque, ils avaient obtenu ça à partir d'une seule souche de souris, la souche 129. Ils essayaient d'autres souches de souris, ça ne marchait pas. Ils essayaient d'autres espèces, ça ne marchait pas. Mais en 1997, à force de faire des efforts, de changer les milieux, de bricoler, il faut le dire, et puis une connaissance bien meilleure aussi des facteurs de croissance qui s'est produite entre 81 et 98, a permis en 1997 à ce groupe-là, dirigé par James Thompson, à l'université de Wisconsin, avec de l'argent privé d'ailleurs, d'obtenir des lignées de cellules souches de macaques rhésus. Et en 1998, il est allé dans une clinique de procréation médicalement assistée, il a obtenu des embryons humains et il a obtenu des lignées de cellules humaines dérivées de blastocyste humain. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment les travaux sur les cellules souches humaines ont été entrepris par beaucoup de groupes. Là, vous voyez des cellules souches humaines. Ça, ce sont un peu comme les neurosphères, des corps blastoïdes, ça s'appelle. Alors, il y a une autre façon d'obtenir des cellules souches encore, et puis chez l'homme aussi. C'est par exemple quand on a des fœtus qui résultent d'avortements à un stade suffisamment précoce et qu'on prélève l'ébauche de la gonade. Vous voyez, dans l'ébauche de la gonade, il y a les cellules qu'on appelle les cellules germinales primordiales qui sont à l'origine des gamètes. Mais ces cellules-là, elles ont des potentialités très importantes et avec un type de milieu de culture particulier, on peut en faire des lignées de cellules souches humaines. Alors maintenant, est-ce qu'on est capable, avec ces cellules souches humaines, de fabriquer des cellules différenciées? Eh bien, la réponse est oui, il y a eu des essais. On peut en faire des neurones, on peut en faire des cardiomyocytes qui pulsent spontanément en culture. Les cellules productrices d'insuline, il y a eu des rapports positifs, mais qui n'ont pas été reproduits encore pour le moment, donc je mets un point d'interrogation. Des cellules vasculaires, des cellules de l'endothélium vasculaire, des tendons, du tissu osseux, du tissu cartilagineux, ça, on peut l'obtenir à partir des cellules souches humaines. Il y a une chose, ça c'est quelque chose qui est assez récent, qui a été découvert, c'est quelque chose qui est, pour vous, c'est juste pour vous montrer que la biologie est vraiment, quelquefois, donne des résultats inattendus, c'est qu'on peut obtenir dans des cellules souches qui dérivent d'un embryon humain, on peut obtenir des cellules germinales, c'est-à-dire des gamètes, des ovocytes et des spermatozoïdes.
Pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas aperçu plus tôt? On ne s'en est pas aperçu plus tôt parce qu'on n'avait pas les méthodes génétiques qui permettent de les repérer dans le milieu de culture. Mais là, je vais vous raconter très rapidement et très simplement comment on fait pour les repérer. Par exemple, ici, on sait que les cellules germinales expriment un gène qui s'appelle OCT4. Et mais ce gène OCT4, il est aussi exprimé dans d'autres types de cellules, comme des cellules, par exemple des cellules souches ou des choses comme ça, qui existent dans la culture. Mais on sait qu'il y a dans le promoteur de gène OCT4 4 régions, et que les seules régions qui sont nécessaires pour l'expression du gène OCT4 dans les cellules germinales, c'est le numéro 1 et le numéro 4. Donc on enlève le numéro 3 et le numéro 2. Comme ça, on est sûr que OCT4 ne va être exprimé dans des cellules qui seront transfectées par cette construction que dans des cellules germinales. Et pour les voir, on va remplacer la partie codante du gène OCT4 par la partie codante d'une protéine fluorescente qui s'appelle GFP, Green Fluorescent Protein. Alors, vous avez un milieu de culture, vous mettez dedans les facteurs de croissance qu'il faut, je vous passe le détail, et vous voyez des plages de cellules qui sont fluorescentes. Ces plages de cellules fluorescentes, c'est des cellules qui expriment OCT4, donc c'est des cellules potentiellement de cellules germinales. Vous vous débrouillez pour éliminer toutes les autres cellules, et vous vous apercevez que si vous ajoutez quelques facteurs de croissance, certaines de ces cellules germinales vont faire la méiose, et qu'elles vont se différencier en ovocytes, entourés de cellules folliculaires. Et si vous attendez un peu, vous pouvez voir à l'intérieur de la culture des formations qui ressemblent à des blastocystes. Ce sont des blastocystes qui se sont formés à partir de gamètes femelles et qui sont parthénogénétiques. Évidemment, ils ne vont pas très loin, mais ils sont parthénogénétiques. Et alors, en faisant une autre manip, et qui consiste à mettre autre chose dans le milieu de culture, on peut obtenir, à partir d'embryons qui sont de type mâle, naturellement, qui ont le chromosome Y, on peut obtenir, en utilisant des marqueurs qui sont exprimés dans les spermatogonies et en faisant des constructions, alors on transfecte ça sur les cellules souches, on obtient des cellules qui sont vertes ici, vous voyez, et puis qui en même temps expriment dans le noyau un autre type un autre gène. Et on sait que ça, ce sont des spermatogonies. C'est des marqueurs de spermatogonie. Alors, en faisant une culture avec des matériaux qui conviennent, on obtient des spermatides, on obtient des spermatozoïdes, il y a un début de flagelle, on obtient des choses comme ça. Et alors, la chose la plus extraordinaire, parce que c'est un groupe allemand qui a fait ça, c'est qu'ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que ces spermatozoïdes ne seraient pas fécondants? Alors, ils ont fait ce qu'on appelle l'ICSI, c'est-à-dire l'injection de spermatozoïdes à l'intérieur de l'ovocyte, puisqu'ils n'ont pas de flagelle comme il faut, et ils ont pris un ovocyte de souris normale, ils ont fait donc une fécondation avec ces spermatozoïdes qui se sont développés en culture, et ils ont pris une mère porteuse qui était d'une souche différente de la souche de la culture, et par exemple une mère qui était de type couleur grise, et puis au contraire la culture elle provenait d'une souche qui était noire. Et vous voyez qu'il y a dans la couvée de cet animal, eh bien, il y a des petits qui sont du même phénotype que le spermatozoïde, donc que l'œuf qui a été utilisé pour faire les cellules souches. Alors, ces petites souris, elles auront un père qui n'aura existé que sous forme d'une culture de cellules. Comme les spermatogonies que nous avons obtenues là, on peut les congeler, donc on peut les garder longtemps. On les décongèle, on les fait proliférer, on peut en avoir beaucoup. Donc la descendance de cette souris, ce père souris, ce papa souris, il peut être énorme et il peut s'étaler aussi sur une grande durée, puisque vous pouvez congeler les cellules. Vous pouvez réfléchir à ça, les beautés de la biotechnologie.
Maintenant, bon, on passe à... Mais admettons que nous savons que nous avons déjà des cellules souches humaines en quantité inépuisable. Elles restent normales en principe. Et maintenant, nous avons ces cellules souches humaines, nous pouvons les faire se différencier dans des types cellulaires qui nous conviennent. Donc, pourquoi pas les injecter à quelqu'un qui manque d'un type de neurone, qui manque de cellules comme ceci ou comme cela. En principe, on peut le faire. La seule difficulté, c'est que ces cellules-là vont être rejetées par le système immunitaire. On pourra éviter, évidemment, le rejet en traitant les individus avec la cyclosporine, mais enfin, pour éviter ça, on essaye de faire des cellules sur mesure pour chaque patient, grâce au clonage thérapeutique. Vous voulez que je continue? Parce que vous êtes peut-être fatigué, je crois que j'ai parlé trop longtemps. J'ai presque fini. Hein. Alors, le clonage thérapeutique, vous savez sûrement ce que c'est. C'est-à-dire, vous prenez un ovocyte, là, il faudrait que ce soit un ovocyte humain, vous enlevez le noyau de l'ovocyte humain et vous mettez à la place du noyau une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule qui provient du malade, une cellule de la peau qui provient du malade. Et puis, avec un petit, vous fusionnez les deux cellules, vous obtenez un œuf, et cet œuf, en principe, il devrait se diviser, on devrait obtenir un blastocyste avec les cellules en question, les mettre en culture, et on aurait des cellules souches embryonnaires qui auraient exactement le même génotype, donc le même complexe majeur d'histocompatibilité que le malade. Donc elles ne seront pas rejetées, ces cellules. Alors je vous dis tout de suite que ça marche chez la souris, mais que chez l'homme, il y a eu des essais de fait et que ça n'a encore jamais marché. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui avait prétendu qu'il avait réussi à faire 11 lignées, c'est le professeur Wang de Corée, et qu'on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Donc jusqu'ici, ça n'a pas marché. Alors, le clonage thérapeutique, dans le fond, c'est presque la même chose que le clonage reproductif. Quelle est la différence? C'est que quand on a reconstitué l'œuf en prenant un noyau somatique, au lieu de faire une culture de cellules avec ça, avec les cellules, on le met dans une mère porteuse et on obtient un animal. Alors le clonage reproductif, c'est interdit dans la plupart des pays qui ont réfléchi à la question. C'est considéré comme quelque chose de criminel. Chez nous, en France, c'est considéré comme quelque chose de tout à fait criminel. Mais alors, par contre, il y a beaucoup d'espèces animales. Alors, pour vous distraire, je vais vous montrer quelles sont les espèces animales chez qui ça marche très bien. Alors là d'abord, c'est un clone, une série de petites de crapauds. Ça a été fait par John Gurdon, qui est un des pères du clonage dans les années 70. L'ovocyte vient de cette grosse espèce-là, et la cellule somatique qui a remplacé le noyau de l'œuf vient d'un mâle d'une espèce beaucoup plus petite et sans pigments, de cette petite bête-là. Et vous voyez qu'il y a eu beaucoup de clones de fées, ils ressemblent tous au mâle, au petit mâle. Ils sont tous pareils. Ça veut dire que c'est avec le noyau de cet animal que s'est développé cet embryon et que se sont développés ces animaux. Alors, chez les mammifères, c'est quand même un peu plus compliqué. Ça marche beaucoup moins bien. Alors ici, vous avez toute la liste des animaux chez qui ça a été essayé. Et là, vous avez une idée de la fréquence du succès. Alors, là où ça marche le mieux, c'est nettement pour les bovins. Là, le sheep, évidemment, ça marche un peu aussi, puisque la brebis Dolly, c'est elle qui a inauguré cette série, n'est-ce pas? Et ici, en 97, et ça c'est la chèvre, le porc, il y en a un peu, la souris, ça marche pas mal. Et puis alors, le lapin, le chat, le cheval, voilà des chevaux clonés. Le rat, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a eu un chien cloné. Et justement, ce chien cloné, j'ai apporté sa photo pour vous la montrer, parce que ce chien, il a été fait par le laboratoire de M. Wang.
Donc M. Wang avait menti, il avait menti pour les cellules humaines, hein, clonage thérapeutique, mais là, tout le monde pensait que c'était un faux clone, le chien. Alors, et on a fait évidemment des analyses d'ADN, et on s'est rendu compte qu'il était un vrai clone. Mais avant ça, je voudrais vous montrer alors un succès formidable qui est obtenu à l'INRA en France. Et ça, c'est du clonage de bovins. Alors, c'est Jean-Paul Renard qui fait ça avec son groupe. Et voilà comment il fait. Il prend ou bien des fœtus, mais il prend, on va s'intéresser surtout à ça. C'est une vache adulte, hein, ou un veau, enfin une vache, un adulte, quoi. Et là, il prend un petit peu de peau. Et il fait une culture in vitro de ces cellules de peau, c'est des fibroblastes. Et alors, il a beaucoup de récipients de culture, il congèle dans des petites bouteilles, et à chaque fois qu'il veut faire un clonage, il décongèle une bouteille. Il obtient les cellules qui sont bien en vie, et il va dans un abattoir, il récupère des ovaires de vaches, et il provoque la maturation des ovocytes in vitro avec des hormones, et il obtient ainsi comme ça pas mal d'ovocytes. Il fait l'énucléation, il enlève le noyau, et puis après il prend une cellule en question, celle-ci, ou bien une cellule, ça c'est du clonage à partir d'embryons, et puis il la met sous le chorion, et on fait passer un petit courant électrique, les membranes s'ouvrent, et puis on obtient comme ça la reconstitution par fusion, et puis on obtient après culture, pendant 7 jours, des blastocystes, et on les injecte dans la mère porteuse. Mais là où j'espère vous serez très contents, c'est de voir ça. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des clones, tous des clones, qui proviennent tous de la même mère, entre guillemets, qui est celle-ci, c'est-à-dire c'est la vache qui a donné la culture de cellules. Il y en a 17. Mais juste ça, ça date de moins 1 an et demi, donc je pense que maintenant, il y en a moins 20. Et ça, c'est Snoopy. Snoopy et sa mère. Et alors, ça a été publié dans Nature en 2005, et c'est véridique. Apparemment, il s'agit d'un clone. Donc, les chiens peuvent être clonés. Vous savez qu'en Amérique, à partir du moment où il y a eu le clonage de la brebis Dolly, il y a des gens qui étaient absolument surexcités à l'idée qu'ils allaient cloner leur pet, c'est-à-dire leur petit animal favori. Et il y a des compagnies en Amérique, ça se montre très vite, et qui ont demandé beaucoup d'argent pour mettre au point les cultures de cellules de leur animal avant qu'il meure, de façon à pouvoir, etc. Et jusque-là, ça n'avait pas produit énormément de résultats, mais là, maintenant, vous voyez que le rendement n'est pas terrible, mais enfin, il y a un rendement. Alors maintenant, je voudrais vous parler quand même des problèmes éthiques qui sont posés par les cellules ES et par le clonage thérapeutique. Alors, les problèmes éthiques, ça dépend des pays. Il y a des pays où il n'y a pas de problèmes éthiques, et il y en a où il y a des problèmes éthiques. Alors, il y a des problèmes éthiques dans les pays qui sont surtout dans les pays catholiques. Pourquoi ? Parce que la religion catholique considère que lorsque les deux gamètes se sont rassemblés pour former un œuf, l'œuf est un être humain. Donc, si vous commencez à prendre l'œuf, une fois qu'il s'est développé, pour faire des cultures de cellules, c'est comme si vous aviez éliminé un être humain. Donc ça, c'est inacceptable pour la religion catholique. Mais il y a d'autres religions, comme la religion juive, et je ne sais pas pour la religion musulmane, mais d'après ce que j'ai compris, c'est la même chose, qui considèrent que pendant le début du développement embryonnaire, on a juste une masse de cellules, on ne peut pas dire que c'est un homme, un être humain. On commence à pouvoir dire que c'est un être humain quand il a commencé à se former, à former un système nerveux. Vers 40 jours, à ce moment-là, on peut considérer qu'il est humain, mais avant, on peut faire la même chose avec des cellules embryonnaires que ce qu'on peut faire avec un petit morceau de foie, un petit morceau de muscle, un petit tout ce qu'on veut. On fait des cultures de cellules humaines depuis bien longtemps. Donc, les problèmes éthiques sont variables selon la culture et la religion. Mais il y a un problème quand même qui est valable pour tout le monde. C'est la source des ovocytes humains pour faire du clonage thérapeutique. Parce que c'est des méthodes qui marchent très mal, même chez les mammifères d'autres espèces que l'homme. Et ça marche très mal, donc il faut un nombre considérable d'ovocytes humains. Ces ovocytes humains sont prélevés chez des femmes jeunes en âge de se reproduire, et par des méthodes invasives, et ça pose un problème éthique sérieux
Et moi, personnellement, je trouve que ça devrait être extrêmement limité à des cas particuliers. Et maintenant, il y a autre chose, un autre problème éthique pour le clonage thérapeutique, c'est que si on développe la technique, vous avez vu, elle ne marche pas pour le moment, mais ça marchera au bout d'un certain temps, hein, c'est probablement. Si on développe la technique, eh ben, on ouvre la voie au clonage reproductif. Et il y a toujours des personnes qui ont une morale ou bien inexistante ou bien très différente de celle de la généralité de l'espèce humaine et qui vont se lancer dans des opérations de type non souhaitable. Donc ça, ce sont les problèmes éthiques en question. Mais les chercheurs, vous savez, ils sont pleins d'imagination et ils cherchent à contourner ça, c'est-à-dire à faire avancer la science sans choquer les gens avec des problèmes moraux. Alors, ici, je vais vous montrer seulement un cas. C'est un cas où il y a une compagnie en Amérique qui s'appelle ACT, qui est une compagnie de biotechnologie qui s'occupe de ces problèmes-là, de reproduction de cellules souches, et qui a trouvé le moyen de fabriquer une lignée de cellules souches avec seulement une cellule prélevée sur un embryon au stade 8. Alors, quand un embryon est dépouillé d'une cellule au stade 8, ça ne l'empêche pas de pousser. Vous voyez, les 7 cellules qui restent vont donner un blastocyste. On peut l'implanter dans l'utérus et il va donner un être humain. C'est des choses qui se pratiquent couramment pour les diagnostics préimplantatoires. Mais ce qui est nouveau dans cette affaire, c'est qu'avec une seule cellule, en la mélangeant avec d'autres et puis après en les triant, etc., on arrive à faire une culture de cellules ES. Par conséquent, il n'est pas impossible de concevoir qu'on puisse faire des cultures de cellules ES humaines sans détruire un embryon. Et puis maintenant, il y a quelque chose qui vient de paraître, qui est paru en 2007. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est la transformation, la dédifférenciation, en somme, dont je vous ai parlé au début. La transformation de cellules adultes différenciées en cellules qui ressemblent aux cellules souches embryonnaires. Alors, ça, c'est un groupe japonais qui a fait ça, Yamanaka, qui a publié dans Cell en 2007. Ça a été suivi par plusieurs autres articles, par Yamanaka lui-même et par un autre très grand spécialiste de ces cellules qui s'appelle Yenish aux États-Unis. Yamanaka, il s'est dit, il y a des gènes qui sont exprimés dans les cellules souches. Et ensemble, tous ces gènes-là, ils ne sont pas exprimés dans les autres cellules. Ils sont exprimés l'un ici, l'autre là, mais pas ensemble. Donc, je vais prendre un fibroblaste humain, c'est-à-dire un peu de peau, hein, sous l'épiderme, c'est les fibroblastes. Je vais mettre ça en culture, ça c'est classique. Et puis, je vais transfecter, c'est-à-dire injecter des gènes qui sont des gènes qu'on trouve toujours dans les cellules souches. Et au début, il en avait sélectionné 24. Il avait donc transfecté avec 24 gènes. Et là, il avait vu les fibroblastes se mettre à se transformer et à devenir comme des cellules souches. Et puis, à continuer à proliférer. Et quand on faisait un certain nombre de tests avec ces cellules, elles se comportaient comme des cellules souches. En particulier, quand on met des cellules souches sous la peau chez l'adulte, ça fait un tératome. Et après, il s'est dit peut-être que ce n'est pas la peine d'en avoir 24. Je vais les retirer un par un, et puis je vais voir s'il y a une combinatoire plus petite qui fait le même effet. Ils se sont aperçus qu'avec 4 gènes seulement, ça marche. OC4, CMYC, SOX2 et KLF4. Et alors là, ça a été reproduit en prenant des fibroblastes humains, ça c'était de la souris évidemment, des fibroblastes humains. Et alors, voilà, enfin ça, je ne vais pas vous donner les détails, mais vous voyez qu'on arrive à avoir des cellules souches, des cellules qui expriment OC4, le gène OC4, on peut le démontrer avec la même méthode que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire en les rendant fluorescentes. Et ce qu'on a pu faire avec la souris, c'est qu'on a fait des expériences de chimérisme en prenant ces cellules-là et en les injectant dans un blastocyste. On a eu des chimères. Et on a eu des chimères où les cellules en question sont passées dans la lignée germinale. Par conséquent, ces cellules fibroblastiques prélevées chez une souris adulte
ont été capables de fournir des spermatozoïdes chez la chimère. Et ces spermatozoïdes, eh bien, si la chimère est accouplée avec un animal d'une autre souche, alors ça c'est les tératomes, eh bien, ces spermatozoïdes, ils ont été fécondants, puisque vous voyez des petites souris qui sont marrons là, eh bien, ces souris marrons, c'est des souris qui ont le même génotype que les fibroblastes qui ont été à l'origine de ces cellules souches qui ont été injectées dans la chimère. Par conséquent, on a là ce qu'on appelle les IPS, c'est-à-dire Induced Pluripotent Stem Cells. Ce sont des cellules adultes transformées par génie génétique, par transgénèse en somme, en cellules de type embryonnaire. Ça, c'est le dernier cri de ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui est sur le forefront, vraiment des recherches sur les cellules souches. Donc, si nous voulons nous résumer, faire une petite conclusion, on peut dire qu'en 2008, la thérapie cellulaire, ça porte sur quoi? On transplante des cellules souches hématopoïétiques qui sont de la moelle osseuse ou puis qui peuvent être du sang de cordon ombilical, où il y a beaucoup de cellules souches. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, c'est quelque chose qu'on fait depuis les années 60. On peut faire des transplantations autologues de peau chez les brûlés, on peut faire des transplantations de tissus osseux et cartilagineux, on peut faire des transplantations de mésenchymes de moelle osseuse ou de cellules satellites du muscle dans les infarctus du myocarde avec un succès mitigé, comme je vous ai dit. On peut faire des transplantations de cellules nerveuses provenant du mésencéphale d'embryon pour essayer de guérir la maladie de Parkinson. Ça donne des résultats pas très stables. On a fait aussi des essais de transplantation d'îlots de cellules bêta pour traiter le diabète, mais ça non plus, ça ne marche pas très bien pour l'instant. Et peut-être que le futur, ça va être, étant donné tous les problèmes éthiques et tous les problèmes posés par les cellules souches embryonnaires, ça va peut-être venir de la transformation de cellules somatiques en cellules ES. Et en conclusion, ce sont des cellules souches, c'est des unités de développement pendant la vie embryonnaire, de régénération. Elles offrent des perspectives thérapeutiques très grandes, mais pour remplacer les cellules mortes et déficientes, mais il y a beaucoup plus de recherches qui sont nécessaires pour augmenter le potentiel des cellules souches embryonnaires et adultes pour vraiment mettre au point une véritable médecine régénérative. Alors, je vous remercie.